Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le choix de la ville. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 55 977 6. EAN 9 782 296 559 776. Rémi Ayeret. Le choix de la ville. L'urbanisme au service d'une ville partagée et créative. L'Harmattan. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Série Questions urbaines, dirigée par Bruno Péquignot. La ville est au centre de la vie politique, économique et culturelle de la modernité. Cette série, dans le cadre de la collection Questions contemporaines, publie des ouvrages qui proposent des réflexions interdisciplinaires sur la ville. Déjà paru. Bernard Lacharme, Logement, une question de droits de l'homme 2011. Serge Wachter, La ville interactive 2010. Ricarda Belgiojoso, Construire l'espace urbain avec les sons, 2010. À mes enfants Paul, Chloé et Aurélien. Puissent les villes de demain leur apporter beaucoup de joie. Avant-propos. Les pages qui suivent ne sont pas le résultat du travail d'un chercheur. Il s'agit beaucoup plus modestement de réflexions issues de la pratique quotidienne de l'urbanisme à son échelle la plus élémentaire, celle de la commune. Agent municipal, responsable des services de l'urbanisme de la ville de Montpellier, j'ai le sentiment d'être dans une situation très privilégiée pour observer la façon dont la ville se transforme. Ce regard est bien sûr local, il s'enrichit cependant d'une part des nombreux échanges professionnels entretenus avec des acteurs d'autres régions, urbanistes, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux, architectes, paysagistes, confrontés à des problématiques souvent comparables et d'autre part de précédentes expériences professionnelles, notamment à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Les considérations développées dans ce petit essai me semblent donc pouvoir concerner de nombreux ensembles urbains français. Elles se positionnent plus en parole d'acteur qu'en avis d'expert. Le terme « ville » n'y désigne bien sûr pas l'institution ou le territoire communal mais tout simplement le cadre de la vie urbaine avec le formidable potentiel d'échange qui le caractérise indépendamment de toute limite administrative. Les services d'une collectivité territoriale agissent par définition sous l'autorité des élus, et plus précisément dans le cas d'une ville, sous celle du maire et par délégation de ses adjoints thématiques notamment, en ce qui me concerne, de celui en charge de l'urbanisme. Dans le cadre de ce pilotage politique et d'une organisation administrative animée par un directeur général, les directions en charge de l'urbanisme préparent puis proposent au pouvoir exécutif ou à l'assemblée délibérante des décisions d'échelle, de nature et de portée très contrastées. Les principales missions concernent la mise en œuvre d'une politique foncière, l'élaboration des documents de planification, la conduite des opérations dites de renouvellement urbain sur les secteurs à requalifier ou de développement urbain dans le cas de création de nouveaux quartiers, l'instruction des permis de construire, les mesures de protection ou de mise en valeur du patrimoine historique, la programmation et parfois la maîtrise d'ouvrage des projets d'aménagement d'espaces publics, places, rues ou avenues, organisation des déplacements. Évidemment, chacune de ces interventions réunit un nombre important d'intervenants aux motivations parfois contradictoires, demande des études importantes et s'inscrit dans un processus de concertation publique de plus en plus approfondi. Les résultats de ces tâches, assez différentes les unes des autres mais au service d'une politique d'urbanisme globale, et par ce biais du projet de société urbaine porté par le pouvoir municipal élu par la majorité de nos concitoyens, ne se concrétisent que sur un temps assez long. Un délai de plusieurs années, voire de plus d'une décennie, entre la décision d'engager une opération d'aménagement et son achèvement justifiant a posteriori le bien fondé du projet malgré toutes les difficultés rencontrées, est monnaie courante. Reviennent alors périodiquement pour les acteurs opérationnels deux interrogations essentielles.
pourquoi et comment. Les questions du sens puis du contenu de l'action. Les deux parties de cet ouvrage intitulé respectivement « L'heure du choix » et « Le programme de l'urbaniste » s'attachent à formuler le plus simplement possible les éléments de réponse personnelle résultant d'une vingtaine d'années de pratique et d'observation. Afin d'essayer d'être utile, il s'agit le plus souvent de prise de position par rapport à des constats ou des théories sans s'attarder sur les points de consensus dont l'importance peut cependant parfois être primordiale. Dans le cas présent, s'interroger sur le sens n'est pas révélateur d'un doute, mais les convictions les plus ancrées gagnent à être explicitées. De plus, savoir justifier, ou mieux encore convaincre, est indispensable pour mener des projets de long terme. Dans une société en proie à de multiples tensions et où s'expriment beaucoup de peurs et de tentations de repli sur des valeurs individualistes dépourvues d'urbanité, ce devoir d'explication se fait de plus en plus impérieux et difficile. Il peut paraître plus aisé de tirer profit des expériences récentes ou plus anciennes pour orienter l'action, savoir interpréter les jeux d'acteurs qui se manifestent et distinguer les leviers utilisables pour rendre la ville plus accueillante, heureuse et créative. Mais l'urbanisme est tout sauf une science exacte, et peu de règles ou de méthodes peuvent totalement échapper à un regard critique. Chaque intervenant a pourtant la nécessité de se constituer une sorte de grille d'appréciation, une approche personnelle sur les matières premières de l'urbanisme, la programmation urbaine, l'architecture ou l'espace public, bien sûr, mais aussi la gouvernance ou la concertation. Il me semble toujours intéressant de partager les résultats de ces réflexions individuelles ou collectives. L'ancrage opérationnel lié à une forte implication dans le projet d'une ville ou d'une agglomération n'incite-t-il pas à surestimer l'impact des décisions locales par rapport aux tendances lourdes se manifestant au sein de la société, et auxquelles les décideurs, a fortiori lorsqu'ils sont issus du suffrage universel, ne peuvent rester étrangers ? C'est probable. Il ne s'agit pas de contester l'existence de la ville mondialisée. Il faut bien admettre l'impact sur le monde urbain des réseaux industriels, commerciaux, intellectuels et de plus en plus souvent immatériels, prendre acte du changement d'échelle de l'économie et de la relative dépendance de chaque collectivité vis-à-vis d'un système de contraintes toujours plus globalisé. Pour autant, la devise de Pierre Mendès France gouverner c'est choisir continue à s'imposer à chaque échelon territorial. Pour les habitants et pratiquants des villes, la perception locale reste dominante, en particulier sur les conditions de vie quotidiennes. Chercher à optimiser l'action publique à l'échelle municipale ou intercommunale reste donc légitime et nécessaire. De plus, même s'il existe des déterminismes à long terme résultant d'un système plus global, chaque pouvoir local garde l'obligation de prendre des décisions aux effets structurants pour au moins 2 ou 3 générations. Parallèlement aux travaux des chercheurs visant à resituer l'évolution des ensembles urbains dans la perspective presque historique de la mutation de notre société occidentale, s'interroger sur les moyens d'améliorer notre pratique quotidienne d'un urbanisme au service d'une certaine idée de la vie en ville reste pertinent. La confrontation des approches des chercheurs avec celle des praticiens constitue une des voies pour faire progresser l'urbanisme. Ce petit livre essaye d'apporter une humble pierre à cette vaste ambition, et aidera peut-être ceux qui choisissent de s'investir dans la transformation d'une ville à affiner leur prise de position professionnelle ou militante. Première partie, l'heure du choix. Introduction. Il serait présomptueux d'affirmer que nous allons assister à un tournant dans l'histoire des villes. Plusieurs annonces grandiloquentes de ce type, euphoriques ou au contraire catastrophistes, ont eu lieu au cours des dernières décennies. Il est vrai que nous avons connu depuis l'après-guerre des phases de mutation profonde au sein de nos agglomérations. Nul ne le conteste cependant, les villes sont aujourd'hui le lieu de tensions très vives et d'aspirations contradictoires. Ces frictions contribuent à changer, en bien ou en mal, et parfois plus vite que nous ne l'imaginons, le fonctionnement et la configuration de nombreuses aires urbaines. Il peut s'agir de tensions entre groupes sociaux, entre acteurs privés et publics, économiques et sociaux, animés d'objectifs parfois inconciliables. Au niveau individuel également, nous éprouvons tous des désirs paradoxaux. Entre recherche d'intimité et volonté de communication permanente, besoin de services et rejet des contraintes de la vie en collectivité, la liste des aspirations contradictoires que chacun d'entre nous tente de dépasser est longue. Sans savoir si nous sommes à une période charnière,
nous sentons bien que l'avenir des villes et donc l'évolution des modes de vie urbains va demander des choix et une détermination politique, citoyenne et professionnelle importante. Participer aux côtés d'élus à la transformation d'une cité nécessite de se positionner vis-à-vis du devenir des ensembles urbains, d'identifier, dans un système de valeurs forcément personnelles et pouvant s'apparenter à une éthique, les tendances qu'il est souhaitable d'infléchir ou au contraire de développer. Il devient alors nécessaire de prendre conscience des menaces qui pèsent sur la ville, et si possible de comprendre l'origine de ces risques souvent pressants. Inversement, formaliser ce que l'on aime dans sa propre ville et par extension dans la ville et dans le mode de vie urbain, ouvre des perspectives. À travers ce questionnement, il ne s'agit pas de se rassurer, mais de justifier puis d'orienter un engagement personnel et en l'occurrence professionnel au service de la cité. Les joies et les chances que nous offre la ville constituent de bonnes raisons de promouvoir son développement. La ville mérite d'être choisie non seulement en tant que solution technique susceptible d'aider notre société à devenir plus juste, plus écologique et capable de produire davantage de richesses, mais aussi parce qu'elle crée un cadre de vie propice à certains bonheurs. On a su démontrer avec force la nécessité de la densité urbaine pour offrir des logements et la liberté de se déplacer au plus grand nombre, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ou encore pour optimiser les potentiels économiques. Enrichir ces arguments rationnels de considérations plus subjectives ne peut que conforter le choix. Le choix de la ville est choix de société et choix individuel, l'un devant permettre et encourager l'autre. La diffusion d'un mode de vie de citadins dans notre société déjà très urbaine relève beaucoup des politiques locales, mais dépend aussi des évolutions de notre organisation institutionnelle. Elle repose enfin et surtout sur des choix budgétaires. À l'heure où les ressources publiques vont en se réduisant, cela signifie qu'il faut susciter puis tirer le meilleur parti d'une croissance démographique globalement encore présente pour réparer la ville. Face à de tels enjeux, chaque intervention relève d'un choix toujours renouvelé. Chapitre 1 – Menaces sur la ville. Faut-il définir rigoureusement, voire scientifiquement la ville pour appréhender les risques qui y couvent ? Les définitions sont en effet nombreuses et généralement assez complémentaires, les unes mettant en exergue des caractéristiques géographiques ou physiques, tandis que les autres insistent sur le système des relations sociales, économiques ou politiques propres aux ensembles urbains. Un rappel de ces approches n'est probablement pas indispensable pourvu que soit énoncé ce qui est menacé au sein de nos villes. Au moins deux familles de traits caractéristiques de la condition urbaine ou de l'idéal citadin me semblent concernées. D'une part, un type d'organisation collective fondée sur un ensemble de règles de comportement ou de savoir-vivre permettant de rendre acceptables les contraintes liées à une forte concentration humaine. La violence des cités comme tous les comportements d'exclusion, y compris parfois au sein de quartiers très recherchés, sont incompatibles avec le type de sociabilité et l'urbanité nécessaires au fonctionnement normal de la ville. D'autre part, la singularité spatiale propre à chaque ville et notamment sa capacité à se distinguer de son environnement immédiat et à se créer une identité unique, jamais figée, révélatrice de sa géographie, de son histoire et de la diversité de ses habitants. La fracture sociale. Le temps d'une étrange campagne électorale à la fin des années 80, cette expression a fait florès. Depuis d'autres thèmes font davantage recette. Pourtant au sein de toutes les villes françaises existent des zones de relégation, des poches de pauvreté, des situations individuelles s'approchant de la misère. Au-delà des drames personnels qui s'y jouent, cette situation pourrait à court terme porter atteinte à la cohésion de la cité. Dans les quartiers les plus défavorisés que la terminologie officielle a baptisés « zones urbaines sensibles », et qui sont tout de même plus de 750 en France, un tiers des 4,4 millions d'habitants et près de la moitié des moins de 18 ans ont un niveau de ressources inférieur au seuil de pauvreté. Nous savons par ailleurs que beaucoup d'autres grands ensembles constitués majoritairement de logements sociaux ou de copropriétés privées en voie de dégradation, ne sont pas répertoriés dans cette comptabilité administrative et présentent des caractéristiques sociales analogues. Cette réalité est connue de tous. Elle est fréquemment médiatisée à l'occasion de manifestations violentes comme celle de 2005 qu'il faut bien qualifier d'émeutes,
et qui reviennent de façon récurrente. L'émoi est en général à la hauteur de la gravité de la situation, et toute la panoplie de l'action et de la parole publique depuis les meilleures politiques de long terme jusqu'aux pires invectives, l'engagement de nettoyer la cité au Karcher, les références à cette racaille, sont rappelées. En général, on constate que les crédits exceptionnels débloqués sont subrepticement mais sensiblement rognés au bout d'à peu près 3 ans. Sur le terrain, les témoignages des acteurs engagés au quotidien, des travailleurs sociaux, des enseignants ou des équipes d'urbanistes en charge des projets de rénovation urbaine sont de plus en plus alarmistes. La présence des trafiquants de drogue est tellement évidente qu'il est impossible de ne pas s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'État semble accorder son impunité aux dealers. Espoir de remonter les filières, aveu de l'importance de l'apport économique de ce marché pour la simple survie de nombreuses familles des quartiers, achat de la paix sociale en abandonnant aux trafiquants le soin de maintenir l'ordre nécessaire à leur commerce? Au moins dans le sud de la France, les tensions intercommunautaires, entre maghrébins et gitans par exemple, se révèlent d'une tragique intensité. Des drames ont déjà eu lieu et dans plusieurs autres cas le pire, c'est-à-dire des morts, a été évité de justesse. Lorsqu'il commence à se développer, l'éternel engrenage bagarre, blessure, vengeance, riposte aux vengeances, est horriblement difficile à enrayer. Les groupes communautaires sont souvent les supports de réseaux de trafic concurrents, ce qui exacerbe les conflits, en y associant des enjeux financiers considérables. Ces tensions ethniques ont atteint un tel niveau que certains employeurs doivent composer avec cette réalité. Par exemple, une société de collecte des ordures ménagères se voit obligée de modifier la composition des équipages de camions-bennes, qui depuis des années, mixaient des membres des différentes communautés. Lorsque des crises surgissent, la capacité de réaction des pouvoirs publics est bien souvent limitée. S'il est possible de mobiliser des effectifs de policiers conséquents immédiatement après l'événement déclencheur des violences, très vite, les occupations quotidiennes des forces de l'ordre réduisent leur présence dans les quartiers concernés à son expression courante, malgré les menaces qui continuent à sourdre de toutes parts. L'on se rend alors compte de la fragilité de l'ordre public qui repose sur bien peu de choses. Un petit groupe désireux d'en découdre pourrait facilement commettre des actes dramatiques. L'actualité francilienne nous rappelle par ailleurs que des bagarres entre bandes n'ont pas forcément besoin de support communautaire pour éclater. L'agressivité aveugle à l'égard de tous les services publics, y compris ceux dont l'image n'a aucune raison d'être dévalorisée auprès des populations en difficulté comme des autres, les pompiers par exemple, est également révélatrice du délitement du lien social. Ces derniers temps, les signes négatifs se multiplient. Démissions en série sur les postes de gardiens d'immeubles que les bailleurs sociaux ont de plus en plus de mal à pourvoir durablement, abandon par les instituteurs qui en disposent de leur logement de fonction, désaffection des activités culturelles, éducatives ou sportives proposées par le monde associatif dans les maisons de quartier au profit des organisations faisant du prosélytisme. Le catastrophisme est toujours vain, mais lorsque les alertes des acteurs de terrain se multiplient comme c'est actuellement le cas, il serait suicidaire de les ignorer. Les pouvoirs publics, États et collectivités ont d'ailleurs depuis longtemps dégagé des moyens exceptionnels. Il est bien sûr extrêmement difficile de savoir ce qui serait advenu sans ces efforts, mais le problème est bien loin d'être résolu et aucune solution durable ne se dégage. Face à ces doutes, les avis oscillent entre le hard et le soft. Est-il possible de s'en tenir à l'action sociale et éducative ou faut-il insister sur la rénovation urbaine avec ses démolitions, ces réhabilitations parfois spectaculaires destinées à changer l'image? Les partisans d'un recentrage sur le social semblent être actuellement les plus convaincants et les plus écoutés. On conçoit bien en effet que l'urbanisme ne soit pas prioritaire pour répondre aux besoins de populations en souffrance. Cependant, la réalité est toujours plus complexe. Lorsqu'une copropriété privée de plusieurs centaines de logements est tellement dégradée qu'elle est devenue dangereuse, avec des possibilités d'évacuation des habitants en cas d'incendie très hypothéquées, des parties communes où jouent des enfants présentant des fils électriques dénudés, comment la collectivité pourrait-elle ne pas intervenir? Les décideurs le savent. Le processus menant à une démolition-reconstruction ou à une réhabilitation d'envergure sera long,
terriblement lourd pour les finances publiques et avec une chance de réussite incertaine car dépendant par exemple de la bonne volonté des bailleurs sociaux sur lesquels les moyens de pression sont parfois inexistants pour reloger des familles non solvables. Il est pourtant tout à l'honneur de certains élus d'oser s'engager dans de telles entreprises, même s'il est certain qu'elles ne suffiront pas à ramener la situation du quartier à un standard acceptable, et qu'il est tout aussi évident que ces investissements sont électoralement peu rentables. La montée des égoïsmes. Parallèlement à cette dérive des quartiers en difficulté, on assiste à l'expression de plus en plus assumée d'égoïsme au sein d'ensembles immobiliers d'un rang social intermédiaire ou élevé. La manifestation la plus emblématique de cette attitude est la gated community américaine dans sa version française à plus petite échelle, le lotissement sécurisé. Certains promoteurs se sont clairement positionnés sur ce produit depuis une petite dizaine d'années. Malgré d'importantes réalisations, la diffusion de ce mode d'aménagement n'a pas connu l'ampleur que l'on pouvait redouter. De plus, leurs habitants n'ont pour l'instant pas créé les lobbies constatés aux États-Unis, et ils n'osent pas encore réclamer que soit défalqué de leurs impôts locaux le coût des services traditionnellement publics qu'ils ont choisi de porter directement. Par contre, les demandes de fermeture de voies privées traversant copropriétés et lotissements connaissent une croissance exponentielle. Dans ma ville, il ne se passe pas 2 mois sans que de nouvelles demandes surgissent. Orchestrées par des syndics qui touchent généralement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.